Conférence intitulée Du pain et des jeux, faut-il payer des gens à ne rien faire? Vous êtes très nombreux puisque on joue à guichet fermé en fait. Il y a plusieurs semaines que cette conférence est quasiment fermée. Donc je pense que c'est une question qui vous intéresse beaucoup. Je ne sais pas si c'est la perspective d'être payé à ne rien faire qui vous fait assister à cette conférence. Quelques remarques sur le déroulement. Donc chacun de nos invités aura à peu près 9 minutes pour s'exprimer au départ. Vous avez, comme à l'habitude, la possibilité de poser des questions avec le numéro qui s'affiche derrière. Ces questions arrivent sur une tablette, permettra donc de prendre les remarques de la salle. Vous pouvez poser des questions tout au long de cette conférence et on les regroupera par rapport aux invités et par rapport au thème. Je voudrais faire 3 remarques liminaires. D'abord, c'est une thématique qui est très ancienne. Vous savez que du pain et des jeux, la formulation vient de Juvénal, c'est-à-dire 100 après Jésus-Christ. C'était une critique qui était formulée aux empereurs romains de donner à la plèbe du pain pour sa subsistance et des jeux pour sa distraction. Donc c'est une question très ancienne. C'est une question qui est aussi, c'est une deuxième remarque marquée par une obligation biblique. On a oublié très largement les contenus bibliques, mais ça reste dans nos imaginaires. Vous savez que cet imaginaire de « tu gagneras ta vie à la sueur de ton front », et je crois que cette injonction d'effort et de souffrance reste encore dans l'horizon de cette problématique. Et puis, de manière plus contemporaine, on retrouve cette question avec la problématique du revenu universel dont on sera amené à parler un peu plus tard. Donc, je propose de vous présenter nos invités rapidement. Monique Cantos-Perber, vous êtes directrice de recherche au CNRS. Vous avez dirigé l'École normale supérieure de 2005 à 2012. Vous êtes membre du Comité national d'éthique et correspondant de l'Académie royale de Belgique. Et vous avez publié de nombreux ouvrages. Le dernier de ces ouvrages s'appelle « La fin des libertés », qui est publié en 2019. Et dont je vous recommande bien sûr chaudement la lecture. Michèle de Bonneuil, vous êtes donc administratrice de l'INSEE, inspectrice générale des finances, et vous êtes connue en particulier par vos analyses sur le développement des services à la personne et le concept d'économie quaternaire, dont je pense que vous nous reparlerez. Vous êtes membre de nombreux conseils, et en particulier du conseil scientifique des GECO, depuis 2008, donc c'est une fidélité tout à fait admirable. Merci beaucoup. Michel Berry, vous êtes l'ancien directeur du Centre de recherche de gestion de l'École polytechnique. Vous avez fondé la série Gérer et comprendre des annales des mines. Vous êtes aussi fondateur et responsable de l'École de Paris du management, qui est une structure tout à fait intéressante et qui est un lieu de réflexion sur le management. Allez-y, installez-vous. Vous êtes aussi fondateur et rédacteur en chef de la Gazette de la Société des Techniques. Et puis, tout récemment, vous avez fondé et vous animez le Jardin des Entreprenants, ce concept d'entreprenant dont je crois que vous serez amené à nous reparler. Enfin, Pierre-Noël Giraud. Pierre-Noël Giraud est un homme fort utile qui travaille sur les inégalités depuis 1998. Vous enseignez à l'École des mines de Paris, à l'Université de Dauphine, ainsi qu'à l'Université Mohamed VI Polytechnique de Ben Guerir au Maroc. Vous êtes aussi membre du comité scientifique des GECO, et votre dernier livre, le tout dernier, s'appelle « L'inégalité du monde ». Celui-là est sorti en 2019, et je crois qu'en 2018, vous avez sorti aussi « L'homme inutile ». Voilà. Et je vais présenter aussi votre livre, Michèle Bonneuil, qui s'appelle « La révolution quaternaire ». Et on ne se dispense pas du placement de produits dans cette conférence. Et ce livre est sorti en 2017 et donc est une synthèse tout à fait intéressante sur ce concept de révolution quaternaire.
Voilà, je vous propose donc que nous entrions directement dans le vif du sujet et je passe la parole à Pierre-Noël Giraud. Merci. Ça marche bien, vous m'entendez? Et merci d'être venus si nombreux. Alors, il n'est pas nécessaire d'attendre la révolution numérique et les sombres prédictions de M. Harari pour constater qu'il y a d'ores et déjà des hommes et des femmes inutiles en France et ailleurs. Alors, c'est un terme qui choque, je l'emploie volontairement pour choquer, parce qu'il faut appeler un chat un chat. Bien sûr, personne n'est inutile, mais il y a des gens qui sont économiquement inutiles, qui sont rendus économiquement inutiles par le fonctionnement actuel des marchés du travail. Alors, concrètement, c'est qui? Les chômeurs de longue durée, pas les chômeurs temporaires, il y a un chômage frictionnel normal, non, mais les chômeurs de longue durée. Et puis tous ceux qui enchaînent des petits boulots qui leur permettent peut-être de survivre, éventuellement de survivre sans assistance, publique ou privée, mais qui ne présentent aucune perspective, qui les enferment dans des trappes dont ils ne sortiront pas. Ce sera comme ça toute leur vie. Ils n'ont aucun moyen de progresser. Bon, l'inutilité ainsi définie, elle augmente. Elle augmente. Dans les 15 dernières années, j'ai construit un indicateur simple. J'additionne les chômeurs de longue durée, ceux qui ont un temps partiel non choisi, les intermittents et ceux qui, selon le BIT, sont marginalement attachés au marché du travail. Bon, on fait la somme de tout ça, c'est additif. C'est passé de 12% à 16% de la population active en Europe dans les 15 dernières années. Et encore, ça ne compte pas des gens qui ne sont même pas sur le marché du travail. Et aux États-Unis, par exemple, Eberstat a montré qu'en 40 ans, alors que le chômage, en gros, il oscille autour de 2 millions de personnes, eh bien, le nombre des hommes masculins entre 25 et 55 ans qui ne se présentent pas sur le marché du travail est passé, lui, de 2 à 7 millions. Donc, vous regardez les États-Unis aujourd'hui, vous dites tout va bien, il y a 2 millions de chômeurs, c'est-à-dire pas de chômeurs pour les États-Unis, oui. Mais il y a 7 millions de gens qui ne sont même plus sur le marché du travail. Et évidemment, on peut supposer que ces gens-là votent pour Trump. Bon. Alors, si on a aucune société ne laisse délibérément ses membres mourir de faim. Aucune. Sauf cas de guerre civile, enfin, un cas exceptionnel. Donc, il existe toujours, pour les inutiles, des moyens de survie. Bon, en France, c'est le RSA, le minimum vieillesse, les allocations chômage en font partie. On laisse personne mourir de faim. Mais la question qui se pose, et c'est un débat qui monte depuis plusieurs années, c'est est-ce qu'on ne devrait pas être plus ambitieux et proposer un revenu universel inconditionnel? Parce que toutes les aides actuelles sont normalement, en théorie, conditionnelles. Même le RSA, il faut se rendre utile. Bon. Les allocations chômage, évidemment, il faut chercher du travail, il faut faire semblant, etc. Un revenu inconditionnel, et si on prend le concept au sérieux, c'est un revenu inconditionnel d'un niveau tel que vous pouvez en vivre. Très sobrement, mais en vivre. Voilà. Donc ce n'est pas le RSA actuel, c'est forcément un peu plus. Bon. Alors, le débat enfle. C'est un débat extrêmement intéressant. Je dirais simplement qu'il y a deux dimensions. En général, une dimension économique et puis une dimension plus profonde, une dimension éthique. Et là, je n'en parlerai pas, puisque Monique Cantos-Berber en parlera. Mais si on donne du pain, moi, je prends le pari qu'il va falloir aussi se soucier de donner des jeux. Parce qu'il y a certainement des gens qui, avec le RU, feront des choses très utiles et seront très occupés, mais il y en a qui ne sauront pas quoi faire de leur oisiveté, mère de tous les vices, dit-on. Toujours dans la tradition biblique, raison pour laquelle il faut gagner son pain à la sueur de son front. Donc il faudra des jeux. Ça a commencé. Ça a commencé. Je suis extrêmement frappé. Je me promène dans la rue. Une affiche sur deux, c'est une affiche pour des jeux d'argent maintenant. Bon. Alors est-ce que c'est ce genre de société vers laquelle nous voulons aller? On donne un chèque du pain, on se débarrasse du problème de l'inutilité, et puis il va falloir fournir des œufs. Bon. Alors nous pensons que ce n'est pas fatal. Ce n'est pas fatal, et c'est ce qu'on va explorer un peu aujourd'hui.
Premièrement, il n'est pas fatal qu'on ne puisse pas créer suffisamment d'emplois parce qu'après tout, il y a des besoins insatisfaits dans cette société, nombreux. L'assistance aux personnes âgées, aux vieux, l'information, donner à chacun la possibilité de se former à chaque moment de sa vie, réparer la nature, créer du lien social dans une société justement qui se fragmente. Donc les besoins sont énormes, en fin de compte, même dans les pays riches. Donc après tout, il s'agit de mettre des emplois en face de nouveaux besoins. Ça ne doit pas être complètement impossible. Et puis, si on veut s'attaquer à l'inutilité, il ne suffit pas de créer des emplois, parce que ces gens-là sont dans des trappes. Quand on est chômeur de longue durée, c'est-à-dire au-delà d'un an, on n'a plus que 3% de chances de trouver du travail dans les 6 mois qui suivent. On est enfermé dans une trappe. De même, quand on enchaîne les petits boulots comme ça essoufflé toujours en courant derrière sans avoir le temps de se former ou de souffler un peu, on est dans une trappe. Donc il faut ouvrir les trappes. Il ne suffit pas de créer des emplois, il faut ouvrir les trappes, il faut des politiques spécifiques, ciblées, des politiques d'accès, qui doivent donc venir en complément d'actions plus macroéconomiques visant à créer des emplois. Voilà, je me contenterai moi de poser les termes du débat dans ces termes et nous allons approfondir ces différentes voies maintenant. Merci pour cette position sur l'utilité. Donc on va essayer d'explorer quelques pistes pour rendre les hommes utiles. Je vais donner la parole à Monique Cantos-Perber, qui va pouvoir nous parler peut-être de l'éthique et certainement du revenu universel et des questions de formation. Je vous parlerai de la jeunesse parce qu'elle sera la première concernée par une éventuelle raréfaction du travail. Il y a quelques années, en 2014, une étude était parue montrant qu'un quart des diplômés ne trouveraient pas d'offres de travail, dans une vingtaine d'années, ne trouveraient pas d'offres de travail correspondant à leurs compétences. The Economist avait publié un numéro spécial sur la jeunesse en 2016, insistant sur le fait que l'économie nouvelle serait entièrement créée, en particulier les perspectives d'emploi seraient entièrement créées par la jeunesse, et les printemps arabes de 2011 avaient pour motif premier l'insatisfaction de la jeunesse diplômée de ne pas trouver d'offres de travail correspondant à ses qualifications. Donc le souci que nous avons et que beaucoup de jeunes, évidemment, partagent quand ils n'ont pas déjà été confrontés à des situations difficiles, n'est pas simplement français, ni européen, ni même occidental, mais est assez général. Alors, par rapport à cela, est-ce que la solution, qui est en quelque sorte proposée de manière évidemment provocatrice par l'intitulé de notre table ronde du pain et des jeux, est viable, c'est-à-dire une politique qui consisterait à faire en sorte de remédier à une masse de plus importante de la population qui serait désœuvrée et amère, très probablement, et qu'il faudrait occuper de manière, évidemment, avec du pain, de manière assez paternaliste, avec des jeux, dans une espèce de récréation un peu abrutissante. Je voudrais proposer 3 points que je vais esquisser simplement. Nous aurons l'occasion d'y revenir après dans les discussions. Le premier point, c'est que la raréfaction du travail n'est pas une fatalité, comme vous l'avez dit, et les politiques de formation jouent un rôle fondamental pour développer des capacités nouvelles et éventuellement contribuer à l'innovation et donc à la création de métiers, de demandes d'emploi dont on n'a aujourd'hui aucune idée ou qui sont encore à l'état d'ébauche. Elle joue un rôle également essentiel dans... Alors, j'ose pas parler de formation continue, parce que c'est totalement inapproprié quand il s'agit de personnes en particulier qui sont éloignées du marché du travail, mais nous avions expérimenté un certain nombre d'actions de reprise d'études, d'acquisition d'un certain nombre de potentiels, si on peut dire, qui pouvaient amener les personnes à se positionner autrement à l'égard de ce que pourrait être leur contribution sociale et économique. Deuxième point, l'assistance, une assistance qui serait donc à la fois paternaliste et récréative n'est pas une politique sociale. En aucun cas, ça peut être dans certains cas une solution de dernier recours, mais ça ne peut pas constituer le cœur d'une politique sociale ou une politique économique.
Et enfin, troisième point, les justifications du revenu universel, à mon sens, tel que je l'entends, et là je suis les travaux de Gaspard Koenig et de Marc de Basquiat, est conceptuellement tout à fait indépendant de la question de la raréfaction du travail. C'est-à-dire les arguments qui permettent de défendre le revenu universel pourraient valoir même en situation de plein emploi. Le revenu universel peut être une solution parmi d'autres en cas de raréfaction du travail, bien évidemment. Mais les justifications ne dépendent pas de cela. Alors, premier point, très rapidement, les politiques de formation. Il est très frappant qu'aujourd'hui, la formation, et pas simplement la formation supérieure, aussi la formation professionnelle, reste relativement déconnectée de l'évolution du monde économique et de ce qu'est devenu le travail, à savoir, pour les personnes qui rentrent dans la vie professionnelle, la perspective de reconversion successive qui devrait amener à concevoir la formation comme un levier apparemment les individus pour ces reconversions. Ce n'est pas du tout comme cela que les choses sont conçues, en dépit quand même de quelques progrès, je dois le souligner. De manière générale, un pays avec un haut niveau de diplômés, et je ne parle pas simplement de l'enseignement supérieur classique, il y a aussi des diplômes professionnels et des qualifications, et infiniment mieux armés, de toute façon, qu'un pays avec un petit pourcentage de diplômés pour affronter des mutations qui auraient pour effet de raréfier les emplois. De même qu'un pays avec une élite assez nombreuse et surtout très diversifiée est beaucoup mieux armé pour être pour quelque sorte que cette élite donc soit un levier d'innovation. Donc aux États-Unis, c'est particulièrement clair. Le pourcentage de diplômés est nettement plus de diplômés d'enseignement supérieur est plus élevé qu'en France, et le taux d'innovation est aussi évidemment nettement plus élevé. Donc la corrélation est très nette. En France, malheureusement, nous avons une élite assez restreinte, extrêmement homogène. Donc ce n'est pas du tout un terreau, même si elle est tout à fait irréprochable et extrêmement talentueuse, ce n'est pas du tout un terreau de population et de ressources humaines qui est favorable à l'innovation. Donc dans mon livre qui est paru il y a 2 ans, excusez-moi de faire de la publicité, l'oligarchie de l'excellence, j'essaie dans un chapitre qui s'appelle « Quel esprit veut-on former pour le monde d'aujourd'hui ?», de développer des orientations de formation qui puissent répondre à ces besoins nouveaux. Et il va de soi que, et nous l'avions essayé à l'école normale supérieure, alors dans un autre domaine qui est ce qu'on peut appeler la créativité scientifique, on se dit mais en quoi une formation peut permettre de développer des qualités de créativité. Bon, bien, nous avons essayé et testé un certain nombre de choses et avec un certain succès. Il va de soi que ces concepts sont à reprendre pour ce qui serait, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, formation continue et reprise d'études. Deuxième point, très rapidement, une politique d'aide, d'assistance, comme vous l'avez dit, on ne laisse pas mourir les gens de faim, à mon sens, doit être conçue précisément par rapport à l'évolution de notre monde, beaucoup plus comme une politique d'assistance attachée à donner des ressources à l'individu, à tenter de repositionner l'individu comme acteur social, en quelque sorte, et acteur économique. Ce qui est quand même assez... à première vue, enfin, c'est pas la même finalité que l'assistance. Il y a des politiques d'assistance qui sont parfois nécessaires dans certaines situations, mais le but d'une politique sociale, à mon sens, c'est de donner des atouts aux individus. Je reprends la phrase de Carlo Rosselli, souvent je la reprends dans mes travaux, qui est un antifasciste italien assassiné en 1937. Le problème, alors il parle de cela à propos du socialisme libéral, mais on pourrait en parler également à propos du libéralisme, d'un des défis du libéralisme. Comment faire pour que les libertés arrivent dans la vie des gens les plus pauvres ? C'est une question qui reste extrêmement vivante, me semble-t-il. Et enfin, dernier point, pourquoi le revenu universel, donc en particulier sous la forme d'un impôt négatif, c'est-à-dire qui, d'une certaine manière, qui serait solidaire de l'organisation d'un système fiscal et qui ne serait pas lié à une ambition de remédier aux inégalités ou de redistribuer les richesses, eh bien, le revenu universel alors, se justifie en effet, me semble-t-il, je m'attache aussi par des raisons éthiques qui sont précisément liées au fait que l'acteur économique est un acteur, un maximisateur et qui a la possibilité qui a suffisamment de garanties
et de garanties non conditionnelles pour pouvoir se mettre à délibérer, à maximiser, enfin comme un agent économique classique. Et le revenu universel peut permettre cela. Vous connaissez la boutade fameuse de Milton Friedman, mais puisqu'on doit aider de toute manière les plus pauvres et ceux qui meurent de faim, autant les aider d'une manière qui les rende responsables d'eux-mêmes et avec des ressources qui leur permettent de faire des choix libres, pas des choix sous contrainte, que ce soit sous la forme de la conditionnalité classique ou sous la forme paternaliste bien pensante de l'accompagnement. C'est un joli euphémisme pour dire qu'on va en fait dire aux personnes comment elles doivent être libres et responsables socialement. C'est évidemment totalement opposé à la conception du revenu universel qui veut repositionner la personne comme acteur de choix. Ça me paraît tout à fait... ça me paraît en tout cas une manière de donner une cohérence à cette disposition. Donc vous voyez qu'elle n'est pas dépendante, enfin elle n'est pas conceptuellement liée à la raréfaction du travail. Alors il y a beaucoup de justifications philosophiques, évidemment, puisque la question c'est mais pourquoi on va payer des gens à rien faire alors il y en a d'autres qui travaillent. Il est vrai que c'est assez choquant cette remarque. Alors beaucoup de philosophes ont essayé d'apporter des justifications à cela. Donc pour conclure, il me semble que peut-être pas du pain et des jeux, mais des ressources de liberté et des capacités de se repositionner formellement, et en particulier de se former, que ce soit à travers une formation au sens classique du terme ou une activité. On oppose souvent travail et activité. Une activité qui serait évidemment également formatrice de ressources. Et il me semble que quand les individus ont la garantie, une certaine garantie d'action, fût-elle minimale, ce n'est pas pour aller à la plage ou pour aller au cirque, mais qu'ils ont tous une ambition de se présenter autrement et d'avoir un rôle social, en tout cas de retrouver un rôle social. Merci pour cette synthèse. Une des questions qui est arrivée, c'est que s'il y a des personnes inutiles, quelle est votre utilité? La question est posée à chacun d'entre nous et chacun pourra y répondre s'il le souhaite. J'avais une question, Pierre-Noël, simplement par rapport à la formation. Est-ce que vous pensez que la formation est une des solutions possibles pour retrouver de l'utilité? Oui, mais c'est la principale. C'est la principale. Mais on peut difficilement l'isoler d'autres. Par exemple, l'enfermement dans des ghettos de pauvreté, vous n'avez pas accès à la ville, vous n'aurez pas accès aux bonnes formations. C'est-à-dire que centralement, c'est la formation. Et la formation, est-ce que les gens puissent saisir les opportunités économiques qui se présentent à eux, qu'ils aient les moyens de le faire. C'est central. Michel de Bonneuil, l'économie quaternaire, c'est une solution? Oui, bonjour à tous. Je ne vais pas vous parler spécifiquement d'économie quaternaire, mais je voudrais m'intégrer complètement dans ce qui a été dit. Je pense qu'il y a à la fois une angoisse sur la quantité de travail, malgré les taux de chômage apparents, etc. Donc il y a quand même une angoisse sur le fait que le numérique va créer un problème de quantité d'emplois. Et puis surtout, la personne ne peut le nier aujourd'hui, bien qu'on a mis longtemps à l'accepter. Ces emplois, pour la plupart, sont des petits boulots et ne permettent pas aux gens de vivre dignement. Donc ce que je voudrais essayer de faire, c'est de vous évoquer une perspective qui montre qu'en fait tout cela n'est pas inéluctable et qu'on peut penser la façon dont effectivement on va pouvoir sortir de là. Bon. Pour ça, si vous voulez, et ça c'est un peu le lien, le seul que je ferai avec l'économie quaternaire, c'est que je pense intéressant de comprendre qu'avec le numérique, en fait, on a changé la façon de satisfaire nos besoins. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter des biens et de se déplacer de temps en temps pour aller chercher des services, les technologies numériques vont permettre d'organiser la mise à disposition sur nos lieux de vie de tout ce dont nous avons besoin, les biens, les personnes, l'information, etc. Bon. C'est un changement radical, c'est-à-dire nous n'achèterons plus des biens ou des services, nous achèterons des produits qui vont encapsuler ces biens et ces services et les dépasser. Et donc, je propose de donner un nom à ces produits parce que, encore une fois, c'est un mixte des deux. Alors, on a des gens qui disent les biens rentrent dans les services rentrent dans les biens, etc. Ben, autant dire que ce sont des nouveaux produits. Donc, je propose de les appeler des solutions.
Et donc, ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement de donner un nom, c'est de comprendre que la façon de fabriquer ces produits n'a rien à voir avec celle qui présidait à l'élaboration des biens et des services. En tout cas, elle est plus complexe et elle prolonge, évidemment, celle qui a été en cours pour fabriquer les biens et les services. Alors, en réalité, si les usines existent toujours, pour fabriquer les biens, on aura toujours des usines. Simplement, on sait bien que ce n'est pas là que seront les créations d'emplois, parce qu'il y en a, mais disons que ce gisement-là est quand même éteint. En revanche, là où il va y avoir de nouvelles chaînes de production, c'est justement sur les lieux de vie, c'est-à-dire pour organiser ces mises à disposition. Pourquoi ce seront des chaînes de production productives ? Comment c'était dans les usines? On avait des machines qui dégageaient des gains de productivité. Ces machines étaient branchées sur un réseau d'électricité qui permettait de les faire fonctionner. Puis on avait des ouvriers qui travaillaient sur ces machines et qui étaient donc qui contribuaient à la formation des gains de productivité et qui avaient été dans le rapport de force de négocier une partie des gains de productivité qu'ils contribuaient à créer. Eh bien, on est dans une situation qui ressemble beaucoup sur ces nouvelles chaînes de production qui prolongent celles de l'industrie, puisqu'on a des objets connectés qui vont être un peu partout sur ces lieux de vie, avec des plateformes des plateformes et des données qui vont irriguer ces plateformes, un peu comme sur les réseaux d'électricité. Et on aura des gens qui vont effectivement être là pour se servir de ces objets et nous apporter tout ce qui va pouvoir faire la satisfaction de nos besoins. Donc on a là l'enchaînement de deux chaînes de production, et celles qui sont toutes nouvelles, c'est les secondes. Et c'est celles-là qui peinent vraiment à se mettre en place. Alors, si vous voulez, pourquoi ? La première raison, c'est qu'on voit bien que ces personnes qui vont être sur nos lieux de vie pour faire en fait l'interface entre la machine et le consommateur, sont des gens qui ressemblent beaucoup, qui font référence pour nous à la domesticité ou au service à la personne, comme on les appelle encore aujourd'hui, c'est-à-dire des emplois qui jusqu'à présent ne pouvaient pas dégager de gains de productivité, et donc pour cela avaient toujours été très mal payés. Et donc ça va être très compliqué de faire comprendre que ces personnes-là, aujourd'hui, sont précieuses parce qu'elles vont nous permettre de ne pas être face à face avec la machine, mais d'avoir un intermédiaire entre l'homme et la machine. Bon. Mais ça va être long à comprendre. Ça va aussi nécessiter des formations. Et là, on voit le type de formation qu'il va falloir inventer, parce que ce n'est pas seulement des formations techniques, comme on était obligé de le faire quand on était face à des machines à travailler, ni des formations uniquement humaines, comme quand on travaille dans des services, mais ça va être des formations mixtes, avec une part technologique et une part relationnelle. Voilà. Ces formations n'existent pas beaucoup, n'existent pas bien. Et donc, il va falloir comprendre que c'est cela dont on va avoir besoin. Et il y aura là beaucoup d'emplois. J'avais fait le calcul que si chaque personne avait à faire 2 heures par semaine à ce type de personnes, le calcul, c'est juste un calcul, montre que ça crée 4 millions d'emplois équivalents temps plein. Évidemment, c'est une organisation qui est très créatrice d'emplois. Et encore une fois, tout le problème, c'est de savoir rendre ces emplois productifs. Et donc, comme je vous le dis, de faire en sorte que ces personnes soient bien attachées à des chaînes de production, à ces nouvelles chaînes de production productives sur les lieux de vie. Alors, comment ça s'est passé ? Vous voyez, il ne suffit pas qu'on dise comme ça, ces personnes, elles sont sur des chaînes de production, etc., et donc il faut les payer, il faut les considérer, etc. Le problème, c'est qu'il faut que ces chaînes de production soient de nature à faire en sorte que ces personnes soient dans le rapport de force de négocier une partie des gains de productivité qu'ils contribuent à créer. Et malheureusement, la façon dont ça démarre mal. C'est-à-dire que ces acteurs qu'on appelle les GAFA, et qui ont été les premiers à comprendre qu'il fallait faire des solutions. C'est les premiers. Et ils ont tout de suite organisé, d'une façon magistrale, avec des applications sur des iPhones, une façon de faire ces mises à disposition. Et eux, ils ont en fait coupé la chaîne de production. Ils ont isolé la partie typiquement numérique avec les plateformes et les données, et ils en vivent très bien, mais ils ont délégué à des travailleurs indépendants qui travaillent de façon tout à fait artisanale les mises à disposition de biens et de personnes. Et donc ces gens-là, en effet, n'arrivent pas à récupérer une partie des gains de production qu'ils arrivent à créer. Bon, est-ce que c'est définitif ?
Non, parce qu'on voit bien d'ailleurs qu'aujourd'hui, sur des chaînes de production, par exemple, j'entendais des gens, le directeur général d'Alibaba, qui expliquait que aujourd'hui, en fait, ils ont des usines, qui sont pratiquement des usines pour stocker tous les produits, etc., sur lesquels les gens travaillent de façon tout à fait industrielle, si vous voulez. Et ces gens-là finiront bien par s'organiser. Donc, on voit bien qu'on est quand même là dans une transition. Et puis, aussi très concrètement, on a des acteurs anciens qui aujourd'hui sont menacés par ces évolutions des GAFA, qui sont en train de s'organiser, qui comprennent qu'eux aussi, il faut qu'ils sortent de la production de biens et de services et qu'ils fabriquent ces solutions. Alors, j'en prends un exemple qui a été un des tout premiers, qui est l'automobile, les mises à disposition d'automobiles. Bon, on a deux types de mises à disposition. Pour tout le monde, on ne fait pas attention, mais on a le covoiturage, qui est de la nature de ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire on a sur une application la possibilité d'avoir accès à des travailleurs indépendants qui, avec l'information, nous mettent à disposition des voitures qui sont à eux et qui sont mal payées. Voilà. Mais on a aussi ce qu'on appelle l'autopartage, qui sont des mises à disposition de véhicules. Par exemple, à Paris, c'est Autolib, ici, c'est aussi Bolloré, mais ça s'appelle autrement. Mais comment se passe cette organisation? Vous avez donc un chef d'entreprise, Bolloré, qui achète les voitures, et qui embauche des personnes pour nous les mettre à disposition là où nous en avons besoin, en bon état de fonctionnement. C'est en tout cas la théorie. Et là, vous voyez que nous sommes vraiment sur des vraies chaînes de production où d'ailleurs les personnes qui travaillent là ont certainement été payées comme des salariés habituels. Donc, on voit bien que ces chaînes de production qui sont en train de s'organiser pour faire ces solutions sont en train de se fabriquer et que donc effectivement, et que là où il y a le plus de création d'emplois, c'est précisément là où la chaîne de production est coupée entre ceux qui récupèrent tous les gains de productivité et ceux qui n'en ont pas du tout, mais on voit que c'est en train d'évoluer. Et en particulier, ces solutions sont en train de devenir des bouquets de solutions. On veut des solutions de mobilité, on ne veut pas seulement avoir une mise à disposition de voitures, mais on va avoir du vélo, des petites trottinettes, des taxis, etc. Donc si vous voulez, on est en train de compliquer l'organisation. Et on est en train de voir que ces acteurs qui étaient séparés, c'est-à-dire les nouveaux acteurs du numérique, des GAFA, et les vieux acteurs, mais qui se sont renouvelés de l'industrie, des services et du commerce, sont en train de mélanger leurs chaînes de production et de créer de nouvelles chaînes. Donc ce que je voulais dire là, parce qu'il faut que je m'arrête, c'est qu'en fait, il ne faut pas désespérer, c'est-à-dire on voit qu'on est quand même entré dans une économie qui est une économie dans laquelle il va y avoir des emplois d'une toute autre nature, puisqu'ils vont être sur les lieux de vie, et que l'organisation productive qui va pouvoir se mettre autour il n'y a pas de raison de penser qu'elle ne sera pas de nature à créer beaucoup de bons emplois. Donc il ne faut pas désespérer. Michel Berry, vous êtes d'accord ? Ah non, il ne faut jamais désespérer. J'ai peu de temps, donc je serai simple, je ferai simple, on pourra affiner dans la discussion. Alors, payer les gens à ne rien faire, c'est choquant pour pas mal de gens, mais je vais vous montrer qu'il y a des cas où on fait encore pire. Le cas des chômeurs de longue durée. Quel est le rôle d'un chômeur? Qu'est-ce qu'on attend d'un chômeur de longue durée qui cherche du travail? Donc le travail d'un chercheur de longue durée, d'un chômeur de longue durée, c'est de chercher du travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Il doit rédiger des CV, rédiger des lettres de motivation, les envoyer, aller à des entretiens d'embauche, et c'est ça sa vie pendant qu'il cherche du travail. Le problème vient qu'il multiplie des lettres auxquelles on n'apporte pas de réponse, ou auxquelles on répond nous sommes désolés, nous n'avons pas de place. Les entretiens, c'est pareil, quand on va faire un entretien, quand on se rend compte qu'on est un parmi beaucoup, c'est pas spécialement gratifiant. Et puis, en général, ça se termine par le fait qu'on dit c'est très intéressant, mais on ne sait pas vous qu'on a choisi. Quand on fait des centaines de démarches infructueuses à longueur de semaines ou de mois, on en arrive à se détruire le moral, la santé, la vie familiale. Et le problème, c'est que les chômeurs de longue durée ont vraiment très peu de chances de trouver un travail, comme l'a rappelé Pierre-Noël Giraud. Donc des millions de personnes tournent en rond,
pour chercher un emploi qui n'existe pas statistiquement. Du côté des recruteurs, c'est pas mieux. Quand quelqu'un veut, une petite entreprise veut embaucher quelqu'un, elle reçoit des centaines de candidatures dont elle ne sait pas quoi faire. Et j'ai vu des fois des petites entreprises qui en arrivent à renoncer à embaucher, ne sachant pas comment gérer la marée le flot de candidatures. Donc on est devant une situation absurde, saturation des circuits d'embauche pour les entreprises, travail complètement dévitalisant pour les chômeurs. Bon. Et en discutant avec un certain nombre de chômeurs, je disais, mais plutôt que de chercher un travail pour l'instant que vous n'avez pas de chance de trouver, essayez de proposer de l'aide à votre maire ou à des associations. Ça vous remontera le moral, vous sortirez de chez vous, et puis ça se trouve, vous trouverez quelqu'un qui aura envie de vous embaucher. Et il m'aurait répondu, oui c'est vrai, mais je n'ai pas le droit. Pourquoi ? Parce que si je fais du bénévolat, ça va distraire de mon activité principale, qui est de chercher du travail. Donc, ça veut dire que des millions de personnes ont l'injonction de chercher un emploi qui n'existe pas. Leur activité sature les sites d'embauche des entreprises, surtout des petites, et sont les seuls qui n'ont pas le droit de faire du bénévolat en France. Et ils sont même menacés de représailles si jamais ils arrêtent de chercher un emploi. On peut se demander si on ne marche pas sur la tête. Alors, souvent, on parle de guerre économique. Et je me disais, dans la guerre économique, les chômeurs seraient les blessés de la guerre économique. Mais dans la vraie guerre, les blessés, on les honore, on les soigne. Alors que dans la guerre économique, les blessés, les chômeurs, on leur dit qu'il faut aller tout de suite chercher un travail, repartir au combat, même s'ils sont cabossés. Et puis, on les cache à l'occasion. Par exemple, dans des formations parking, je ne sais pas si vous avez vu le film La loi du marché, où le héros a suivi une formation de grutier où il y avait de la place, mais il n'y avait pas de débouché de grutier. Et donc, il y a une vingtaine d'années, je me suis dit, mais c'est absurde. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un système simple selon lequel, par exemple, des gens qui sont à l'époque c'était à l'ANPE, pourraient être mis à disposition d'activités d'utilité collective où ils seraient utiles, et ils seraient socialement utiles, ils feraient quelque chose de différent. Ce serait bien pour eux et même pour la société. J'ai lancé cette idée, elle a été très très bien accueillie à l'époque par le syndicat des chômeurs, par quelques patrons qui ont trouvé l'idée intéressante, et la majorité d'autres qui m'ont dit que c'était une idée, ça ne leur plaisait pas du tout, et notamment certains m'ont dit, mais attendez, si c'est ça, les chômeurs risquent de se trouver bien au chômage. J'ai dit oui, mais donc ça veut dire qu'il faudra les séduire pour les embaucher. J'ai dit, si vous cherchez à séduire les gens pour les embaucher, ça ne fera pas forcément de mal. Vous saurez de la motivation de vos salariés. Et puis les économistes trouvaient que c'était une idée pas du tout appropriée, parce que pour beaucoup d'entre eux, la richesse, ce qui crée la richesse, c'est les entreprises, et les autres activités associatives, fonctionnaires, n'en parlons pas, consomment des richesses. Et dans des périodes de crise, il faut mieux tout centrer sur les entreprises et pas trop consommer de richesses dites inutiles. Donc j'ai laissé mûrir cette idée, et surtout je me suis dit, il faudrait explorer de manière plus précise ce qu'il y a en dehors des entreprises, dans quel genre d'activité des chômeurs ou d'autres pourraient être socialement utiles. Alors c'est ce qu'on a fait pendant pas mal d'années, et on a trouvé des merveilles, j'y reviendrai tout à l'heure. À la même époque, Patrick Valentin, un esprit particulièrement entreprenant, lance une idée folle. Cette idée, c'est de créer une entreprise qui recruterait tous les chômeurs de longue durée en équilibrant ses comptes par les recettes de ces activités et le reversement de toutes les aides qui étaient versées aux chômeurs, le reversement de l'entreprise des aides qui auraient été versées aux chômeurs. Ça a failli se faire, mais ça a été bloqué au dernier moment par le préfet qui dit que pour que des organismes publics reversent de l'argent à des entreprises, il faut une loi. Et qu'on n'allait quand même pas faire une loi pour un petit territoire. Donc l'affaire a été bloquée pendant pas mal de temps. L'idée a ressurgi 20 ans plus tard. Elle a mûri pendant cette période. Alors ce qui est nouveau, c'est qu'elle a été portée par ATD Quart Monde et qu'il y a eu en 2003, je crois, une évolution de la Constitution qui permet de promulguer des lois d'expérimentation. Donc une loi a été votée à l'unanimité des deux chambres en 2016, instituant 10 territoires d'expérimentation
territoire zéro chômeur de longue durée. Je crois qu'on en a déjà parlé ici, donc je serai assez bref. On a étudié un certain nombre d'expériences. En général, tous les chômeurs de longue durée d'un territoire sont consultés. On leur demande s'ils ont envie de travailler et si c'est le cas, ce qu'ils savent faire et ce qu'ils aiment faire. Et une fois que cette étape est passée, une entreprise à but d'emploi est créée, une entreprise très spéciale. Elle recrute en CDI tous les chômeurs de longue durée qui souhaitent passer la porte. Elle doit valoriser autant que possible leurs compétences. Elle n'a pas le droit de faire concurrence aux activités existantes. Elle n'a pas le droit de quitter le territoire. Elle doit payer tout le monde au SMIC, sauf le directeur qui a un salaire supérieur. Ce n'est pas rien comme problème de management, ni comme modèle d'affaires. Trouver les activités qui permettent d'occuper tous les chômeurs et arriver à équilibrer les comptes, c'est pas rien. Et pourtant, il y a eu des expériences remarquables qui ont été faites déjà dans cette période d'expérimentation. Les initiateurs en ont tiré 3 idées fortes. Premièrement, personne n'est inemployable, à condition de s'adapter à leur situation. Deuxièmement, ce n'est pas le travail qui manque. Et troisièmement, ce n'est pas l'argent qui manque. ATD Quart-Monde a calculé que le fait d'éviter un chômeur fait économiser 18 000 € à la collectivité. Si on verse ces 18 000 € à l'entreprise à but d'emploi, compte tenu des ressources propres qu'elle peut avoir, l'entreprise arrive à équilibrer ses comptes. Donc c'est quelque chose qui ne coûte rien à la société, selon ATD Quart-Monde. Ce qui est très frappant, c'est que les chômeurs se socialisent et ce qu'on voit quand on voit les films de ces expériences, ils se transforment dans leur vie, ils reprennent confiance en eux, mais ça se voit même physiquement, ils se transforment physiquement, c'est très très impressionnant. Ils retrouvent une vie de famille, cela a des retombées bénéfiques sur les enfants, sur le territoire, il y a un redémarrage d'un certain nombre de commerces, puis les contributions que l'entreprise fait au territoire sont très bénéfiques au territoire. Toutefois, la proposition « ce n'est pas l'argent qui manque » va être contestée, bien sûr. D'ailleurs, c'est déjà fait. Pierre Cahuc a déjà dégainé dans les Échos en expliquant que tout ça, ça coûte bien cher. Les 18 000 € de ATD Quart-Monde sont largement exagérés. Il faudrait plutôt compter 10 000, voire même 6 000, comme dit l'inspection des finances et l'IGAS. Donc il y aura un débat sur les coûts. Ces débats sont toujours difficiles parce que c'est des débats sur les conventions et qu'il est assez difficile de se mettre d'accord sur des conventions. Mais je n'ai pas le temps d'en parler maintenant, on pourrait y revenir plus tard si vous voulez. Et il y a aussi bien sûr des critiques de gauche. Je souhaite vraiment que cette expérience marche parce que ce que j'en ai vu est vraiment frappant, mais il me semble qu'il ne faut pas s'arrêter à seulement ce type d'expérience. Et je reviens à ce dont j'ai parlé tout à l'heure, les merveilles que nous avons découvertes en explorant en dehors des entreprises. Ces merveilles, c'est des activités socialement utiles qui ont été créées par ce que j'appelle des entreprenants. Ils ont des noms variés, jardin de cocagne, jardin d'insertion, ciel bleu, activité pour personnes âgées, Montmartre, activité d'accueil des enfants de 8 à 11 ans, de 6 à 11 ans à la sortie de l'école. Excusez-moi. Voisins malins, pour reconstituer des réseaux dans les quartiers. Singa, pour accueillir les réfugiés. Réseau d'échange réciproque de savoir, dispositif extraordinaire qui crée des liens dans lesquels chacun apprend quelque chose à condition, peut apprendre quelque chose à condition d'enseigner autre chose. Toutes ces activités répondent à des besoins sociaux, elles sont nées comme ça, elles sont extrêmement bien gérées, extrêmement bien animées. Ce n'est plus l'association toisée de haut par les entreprises d'avant, l'association de joueurs de pétanque. On était tellement frappés par la variété et la richesse de ces expériences qu'on a créé ce qu'on appelle un jardin des entrepreneurs, dans lequel on a mis 300 exemples. Et puis je rédige dans The Conversation régulièrement un article. Je distille des exemples dans The Conversation.
Mais ce qui est frappant, c'est que ces activités sont beaucoup moins soutenues que les entreprises classiques et bien sûr que les start-up, alors qu'elles sont socialement utiles, voire plus utiles, et même créatrices d'emplois. On voit les subventions diminuer. Montmartre, par exemple, qui est une activité extraordinaire, qui accueille 2000 enfants dans une dizaine de lieux, gère 150 lignes budgétaires pour arriver à faire face à ces dépenses. Et donc, il me semble que ce type d'activité devrait être beaucoup plus soutenu, soit par des subventions, soit tout simplement, je reviens à mon idée de départ, par mise à disposition de chômeurs de longue durée. Il y a des milliers de personnes qui ont coordonné des activités, dirigé des ateliers, et qui pourraient avoir un rôle utile dans ces activités d'intérêt général. Au lieu d'exiger que tous les blessés de la guerre économique reviennent au combat, même s'ils sont encore pas vraiment tout à fait préparés, offrons-leur la possibilité d'offrir à la vie civile ce qu'ils savent faire. Ce serait certainement plus utile à tout le monde. Notre société a optimisé comme jamais dans l'histoire la production de biens matériels et de services, alors que la production de liens s'est profondément dégradée. Je pense que c'est là qu'il y a un gisement d'activités considérable. Certaines activités s'appelleront des emplois, d'autres seront peut-être pas des emplois au sens classique, mais seront utiles pour la société et pour les personnes qui l'exercent. Michel Berry, oui, merci beaucoup. Vous avez cité The Conversation, c'est vraiment un site que je vous incite à aller voir, je trouve qu'il est extrêmement intéressant et qui propose des contributions. Alors, il y a beaucoup de questions qui sont arrivées. Pour ce qui est de la question de notre utilité en tant que professeur, je me sens relativement utile et quand je demande aux étudiants, ils sont d'accord. Je ne sais pas si c'est un critère, mais enfin, je crois que les métiers d'enseignement sont quand même des métiers de grande utilité. Si vous voulez réagir par rapport à ça. Alors sinon, il y avait beaucoup de questions. Une qui s'adresse en particulier à vous en disant je suis choqué, Monsieur Giraud, parce qu'il y a des SDF qui ne perçoivent absolument aucune rémunération concernant la situation des SDF. Une question spécifique sur leur situation. Non, ça vous inspire, les SDF? Oui, ben oui, ils sont économiquement inutiles, mais... Voilà, encore une fois, ce n'est pas une stigmatisation, c'est une caractérisation, même pas de vous-même, c'est une caractérisation de la position que vous avez dans la société telle qu'elle est. Voilà, il faut le prendre de manière totalement dépassionnée. Il peut y avoir des gens inutiles au sens, par exemple, chômeurs de longue durée ou en fin de droit, qui sont des merveilles pour leur quartier, pour leur voisinage, voire des génies de l'humanité, on n'en sait rien. Il y en a un chez moi qui ouvre la porte de la poste tous les matins. Bon, il est utile en ce sens-là, mais bon, les gens lui donnent assez pour qu'il vive, il est content, il sourit, bon, il est utile socialement, mais bon, il n'en vit pas, quoi, c'est tout. Michel Berry voulait réagir. On a fait une séance à l'École de Paris il y a assez longtemps avec une association qui s'appelle Les Morts de la rue, qui organise une sépulture pour les SDF décédés. Et le titre, c'était l'utilité sociale des SDF. Et c'était une séance où on avait 6 SDF dans la réunion. Et en fait, on découvre que les SDF jouent un rôle pas négligeable. Par exemple, certains guettent l'arrivée des contractuels pour dépassement de parking. Ils guident. En fait, il y a des SDF, enfin, c'était plutôt dans le centre de Paris, il y a des SDF qui sont là depuis assez longtemps et petit à petit, ils nouent des liens avec des gens donc, qui sont économiquement inutiles, mais socialement, ils sont utiles et ils en sont relativement gratifiés. D'ailleurs, il s'est créé maintenant une bagagerie dans laquelle les SDF peuvent laisser un sac à une bagagerie. Cette bagagerie est co-gérée par des SDF et des ADF avec domicile fixe, présidée par un SDF, et puis il y a des bénévoles qui vont tourner la bagagerie. Il y a une bonne partie de SDF et de ADF. Donc en fait, ils sont économiquement out, mais pas sociologiquement. Oui, moi je voudrais réagir sur effectivement cette dichotomie entre utile et productif. Je pense qu'elle est pas nouvelle du tout et je ne peux pas m'empêcher de penser que quand on a créé les services,
ces services n'étaient pas productifs. Maintenant, c'est un peu différent, mais à l'époque, ça n'était pas productif. Quand vous parlez d'ailleurs à des industriels, ils négligent beaucoup. Au MEDEF, par exemple, les services, c'est toujours voilà, par rapport à l'industrie, parce que l'industrie, il fallait commencer par produire la richesse pour pouvoir ensuite avoir des services. Mais si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois qu'on a eu une industrie productive, au début c'était 80%, hein, donc une fois qu'on a eu une grosse partie de la population qui était employée à fabriquer, à travailler dans des endroits productifs, on s'est dit, mais on n'a pas besoin que de ça. On a des besoins qui sont utiles. Il y a une utilité à avoir de la santé, de l'éducation, etc., même si on ne sait pas le produire de façon productive. Donc, ce n'est pas la première fois qu'on s'est posé cette question. Et on a réussi à faire en sorte de créer des structures qui embauchaient des gens qui ont été payés comme dans l'industrie, parce qu'on ne voulait pas avoir de mauvais médecins, de mauvais professeurs. Et donc, on s'est dit, si on ne veut pas avoir les rebuts de l'industrie dans les services, il faut les payer comme dans l'industrie. Donc, si vous voulez, on a réussi à créer des services qui d'ailleurs ont fini par occuper 80% du terrain, et c'est un peu le problème, c'est qu'on ne peut pas vivre avec des activités qui sont uniquement utiles. On a quand même besoin de choses qui sont productives. Et donc, si vous voulez, je pense que ce qui se passe aujourd'hui, justement, moi je pense que tout ce que nous disons est cohérent, c'est-à-dire il faut qu'on arrive à créer une masse de gens qui travaillent dans des emplois intermédiaires bien payés, de façon à ce que d'autres puissent effectivement se consacrer à des activités utiles non productives qui pourront être absolument financées sans aucun problème. Le revenu universel, on pourra en parler de façon très apaisée parce qu'effectivement, il n'y aura pas derrière les histoires de faire ça parce qu'on ne trouve pas de travail, etc. Donc, moi, je pense que toutes ces choses-là peuvent très bien être vues de façon très apaisée, complémentaire. Et encore une fois, c'est pas la première fois qu'on est devant ce type de problème. C'est des problèmes de transition très difficiles d'une économie et d'une société à une autre, parce que des technologies génériques, radicales, sont en train de perturber complètement la façon de satisfaire les besoins, comme j'ai essayé de l'expliquer. Alors, il y a toute une série de questions sur le financement du revenu universel qui apparaissent. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on a finalement les moyens de financer un revenu universel? Il y a des gens qui préconisent que s'occupe de ce financement plutôt qu'investir des milliards ailleurs. D'un point de vue économique, donc, qu'est-ce que l'on peut dire par rapport à ce financement? Vous avez déjà répondu en partie à cette question, mais je pense qu'il est intéressant d'y revenir. Bon, en quelques mots, ça fait débat, évidemment, ça fait débat. Disons que si on installe un vrai revenu universel, c'est-à-dire vrai au sens où il permet à certains d'avoir la liberté de faire autre chose que de se présenter sur le marché du travail marchand. La question, c'est est-ce que ça va... Alors, en le finançant par une fiscalité très fortement progressive sur les revenus des plus riches. Hein. Bon. Les adversaires économiques du revenu universel disent, ça va inciter toute une série de gens, jeunes ou pas jeunes, à ne plus travailler. Donc ça va abaisser l'offre de travail. 2, ceux qui paieront 90% en impôt marginal sur les revenus, ils vont se dire, bon, ben, c'est à ce prix-là, je lève le pied. Donc, l'effet général peut être un affaissement de la croissance, donc des revenus fiscaux, donc de la branche qui soutient, la branche fiscale qui soutient le revenu universel. Voilà. Ça, schématiquement, c'est les arguments de ceux qui pensent que, quel que soit le niveau, quelle que soit la modalité, impôt négatif ou revenu universel, c'est soutenable à condition que ça ne réduise pas fortement l'offre de travail, aux deux bouts de l'échelle. Voilà. Et les partisans du revenu universel disent, mais pas du tout. Le surfeur de Malibu, c'est-à-dire celui qui va utiliser son revenu universel pour ne rien faire, éventuellement pour se gausser des imbéciles qui continuent à trimer pour lui payer son surf. Pour les partisans, ça va rester une minorité. La plupart des gens vont utiliser ce revenu pour faire des choses utiles à la société. C'est en ça que
c'est quand même un pari un peu sur l'homme. Hein. C'est un peu un pari sur l'homme, le revenu universel. Voilà, donc pour cela, c'est parfaitement soutenable, c'est même économiquement bon, très bon. Et je suis entièrement d'accord, hein, ce n'est pas simplement une solution au chômage de longue durée. C'est bon, pourquoi? Parce que ça va libérer les énergies. Parmi ces gens qui ont le revenu universel, il y en a qui vont créer des start-up, soit des start-up sur le marché, soit des start-up dans la société, entreprenante. Et donc, les partisans disent, mais non, vous ne comprenez pas, en donnant de la liberté aux gens, on va stimuler l'innovation et les forces créatrices collectives. Voilà. Je vous avoue que moi, je l'ai dit, là, je pense qu'il vaut mieux donner aux gens des opportunités qu'un chèque, des opportunités de mais malgré tout, ces débats sont très ouverts et légitimes. Michel Berry veut prendre la parole. C'est pas incompatible de donner un chèque aux gens et de leur proposer des activités. En fait, c'est assez difficile de ne rien faire. Si je reviens dans le territoire zéro chômeur de longue durée, j'ai vu une critique plutôt de gauche du système en disant les chômeurs de longue durée qui travaillent dans le dispositif sont pas mieux payés qu'avant, donc c'est une arnaque. Sauf que on les voit, ils se transforment. C'est-à-dire le fait d'être pris dans un collectif, d'être socialement utile, de pouvoir être regardé par leurs enfants de manière différente, c'est extrêmement important. Donc, en fait, je pense qu'il faudrait distinguer les ressources. Un autre enjeu après, c'est de fabriquer des activités collectives pour tout le monde. Monique Campos-Perbert, vous voulez intervenir. Oui, tous ces échanges sont extrêmement riches et stimulants. Vous avez raison, le revenu universel consiste à repositionner les personnes comme agents sociaux et agents libres, de ne pas se présenter sur le marché du travail, mais de se présenter aussi quand même. Le but, c'est cela. C'est, comme vous l'avez dit très bien, c'est un pari sur l'homme. Mais c'est pour ça que je pense que c'est une mesure profondément libérale, avec ce qui caractérise le libéralisme, c'est-à-dire la confiance faite dans l'individu et dans ses choix rationnels, pour peu qu'il y ait un système d'incitation approprié. Alors évidemment, il est tout à fait possible que les individus qui bénéficient de cela le considèrent d'abord comme une aubaine et aillent au cirque, pour reprendre l'expression de Juvénal. Mais au bout d'un certain temps, en général, leur comportement n'est pas de ce type. Il y a même certaines études, beaucoup d'études qui ont été faites sur les quelques lieux où le revenu universel a été expérimenté. Et il est très caractéristique que chez les jeunes, cela sert en particulier à acquérir une formation supplémentaire. Alors les jeunes ne vont pas acquérir une formation supplémentaire en reprenant des études pour rien, pour ne pas travailler ensuite. C'est bien qu'ils ont l'espoir, en quelque sorte, de valoriser cette formation sur le marché du travail. Et par ailleurs, on ne constate absolument pas de diminution de l'activité salariée. Il y a un entraînement à la reprise au travail, sauf pour les femmes qui, en général, préfèrent retourner s'occuper de leurs enfants. C'est une activité socialement utile. Bon, donc là, en effet, il y a quelque chose à penser. Mais de notre côté, on constate aussi que dès que les revenus du ménage s'accroissent, en général, la femme a tendance à abandonner son travail. Donc ce n'est pas le revenu universel en tant que tel, en tout cas dans la manière dont il est conçu. C'est l'accroissement des ressources du ménage qui joue. Donc le pari, en effet, c'est que l'individu délibérera et verra en fonction des opportunités qui lui sont offertes quelle est l'attitude la plus intéressante pour lui. Et souvent, il se comportera en agent économique classique. Et le problème aussi, c'est que la liberté, les ressources données à l'individu ne sont pas indépendantes des opportunités qui lui sont offertes, car il peut y avoir des opportunités si l'individu n'a pas les ressources, ne serait-ce que matérielles, pour se rendre dans le lieu où il devrait être interviewé pour un travail, pour s'acheter un costume, pour payer l'essence de sa voiture. Il ne pourra pas profiter de ces opportunités. Et il y a aussi des opportunités en termes de positionnement psychologique, de résolution, de volonté de se donner un avenir, donc que vous avez parfaitement décrite, et qu'un revenu de ce type, précisément dans son caractère inconditionnel et parce qu'il fait confiance, peut permettre de stimuler. D'ailleurs, un des candidats à la primaire démocrate aux États-Unis, Andrew Yang, défend
cette mesure et se présente une forme de libertarien de gauche. C'est assez intéressant parce que c'est un courant important des mouvements libertariens qui précisément, enfin bon, chez eux c'est lié à toute une théorie de l'appropriation originaire, je ne vais pas revenir là-dessus, mais si je peux juste ajouter un mot, je ne voudrais pas quand même qu'on parle des SDF comme un personnage pittoresque du paysage urbain. C'est une condition de détresse humaine totale qui est soit subie, soit liée à une incapacité psychologique de s'installer ou de s'établir quelque part, et qui est vécue par les personnes comme de manière très douloureuse en général. Oui. Oui, je trouve que cette façon de voir le revenu universel est extrêmement intéressante. Et effectivement, on voit quand même tout le chemin qu'il va falloir faire par rapport, encore une fois, à l'acceptation des citoyens à financer des services. Parce que je pense qu'il y a une certaine continuité dans cela. Simplement, le service, il avait une utilité collective. C'est-à-dire que quand on finançait la santé ou l'éducation, comme en plus c'était gratuit souvent, enfin, il y avait aussi un caractère comme ça, donc les gens pouvaient percevoir immédiatement l'utilité pour eux, c'est-à-dire elle était collective et pour eux. Donc là, on demande un pas de plus, c'est-à-dire que on demande par exemple de concevoir que cette façon de travailler pour les gens va permettre de faire une innovation qui va profiter à la collectivité. Donc effectivement, le lien est beaucoup plus difficile à faire. Et je pense d'ailleurs que ça serait intéressant que parmi ces emplois dont vous avez parlé, on insiste sur ceux qui ont une utilité collective. J'ai vu qu'il y en a, par exemple, tous ceux qui pourraient avoir un effet sur l'environnement, sur la nature, nettoyer, dépolluer, etc. Ces activités qui aujourd'hui nécessitent beaucoup de main-d'œuvre, je pense que là, si vous voulez, on arriverait à faire comprendre aux gens qu'effectivement, là, il y a une utilité collective et que ça vaut la peine de créer un nouveau gisement d'emplois utiles à soi et à la collectivité. Je dire un mot sympa par rapport aux questions. Il y a des questions sur les expériences d'autres pays par rapport au revenu universel. Vous trouvez sur Internet une expérience en Suisse, par exemple. Ça date du 5 juin 2019, qui a été refusée d'ailleurs dans un canton. Et c'était une proposition d'un revenu universel de 2250 francs suisses, j'imagine. Alors oui, absolument. Il y a une expérience en Finlande. Vous avez des choses là-dessus. Oui, c'est une expérience importante qui a été faite en Finlande. J'ai vu ça aussi. Il y en a eu aussi en Italie, à Livourne. Il y en a une aussi au Kenya. Mais là, c'est $22 par mois. Donc, c'est une proche. Alors, il y a Pierre-Noël Giraud. Il y a quand même beaucoup d'interrogations sur cette notion d'utilité. Et par rapport au SDF, ce que vous avez dit n'a pas manqué de susciter beaucoup de réactions. Bon, encore une fois, si vous voulez, je travaille sur les inégalités depuis 1996. Je suis parti des vénérables pionniers sur ces questions, avant Piketty même, juste avant, avec Bourguignon, Milanovic qui était là hier, etc. Bon. J'ai fini par me dire, non pas parce que je suis un libéral, mais quand même, je dis essayons et voyons ce que serait le programme minimal pour réduire les inégalités. Et pour ça, il faut se demander quelles sont les inégalités les pires. Et pour ça, il faut se demander quel est mon système de valeurs qui permet de dire que ça, c'est pire. Donc il faut avoir une idée de ce que serait une société minimalement juste. Minimalement. Je ne prends pas position sur les écarts de patrimoine qui sont excessifs, c'est évident, etc. J'ai d'autres idées là-dessus. Bon. Et je suis arrivé très simplement à cette idée que ce qu'il y a de pire, c'est d'être économiquement inutile à soi-même et aux autres. Et j'ai trouvé une situation de Descartes qui dit « c'est vraiment ne valoir rien que de n'être utile à personne ». Voilà. Donc mon point de départ, c'est ça. Ensuite, j'ai dit « qui sont les gens dans ce cas-là aujourd'hui en France ?» Alors je l'ai dit, je répète, les chômeurs de longue durée et les gens qui enchaînent des petits boulots sans avenir, etc. Pourquoi je les mets ensemble? Ce n'est pas tout à fait la même chose. Parce qu'ils sont dans des trappes, voilà, parce qu'ils ne vont pas pouvoir en sortir tout seuls si ça continue comme ça. Voilà. C'est ça qui les caractérise, c'est le fait d'être enfermés dans des trappes. Donc, il ne suffit pas de booster l'économie pour que ça les aspire en dehors des trappes, il faut des politiques spécifiques,
d'accès à la formation, et pas abstraite, hein, parce que celui qui habite à Paris à côté du lycée Henri IV et celui qui habite dans le fond de la Courneuve, ils ont théoriquement accès à la même éducation primaire et secondaire, mais la réalité n'est pas là. En plus, ce n'est pas l'éducation primaire uniquement qui compte, c'est toute la vie. Voilà, donc c'est une approche pragmatique, des passionnés, d'économistes. Hein. Je vous répète, maintenant je pense qu'il y a beaucoup de gens inutiles économiquement aujourd'hui sont fort utiles socialement, politiquement, etc. Néanmoins, je pense que ce n'est pas une situation très agréable pour eux, quoi. Donc, voilà. Si la politique peut faire quelque chose pour éradiquer l'inutilité, après on pourra s'attaquer avec des moyens fiscaux ou autres. Je ne crois pas qu'aux moyens fiscaux, aux inégalités de revenus, si on veut. Mais là, je parle du programme minimum. Et je pense que tout le monde devrait être d'accord, non ? C'est vraiment le programme minimum, non ? Michel Berry, beaucoup de questions sur les territoires chômeurs de longue durée. Oui, j'ai été fulguré par le livre de Pierre-Noël Giraud, L'homme inutile. J'étais plus pareil après l'avoir lu. Et depuis ce temps, je travaille sur le sujet et je viens de publier un texte qui s'appelle « Et si personne n'était inutile ?» Mais je pense que, je lui ai fait la remarque à Pierre-Noël Giraud, il est quand même trop économiste. C'est-à-dire, se résumer à l'économie... Si on vise l'idée que personne ne doit être inutile, la question, ça ne veut pas forcément dire que tout le monde sera utile économiquement. Alors, je prends un petit... Alors, premier exemple, la naissance d'un bébé. Un bébé, comme être économiquement inutile, il n'y a pas pire. Mais comme fabricant de liens sociaux, c'est absolument considérable. Si on considère que le problème, c'est la pauvreté des liens sociaux et la surabondance de biens, la pauvreté des liens sociaux, c'est un enjeu majeur. Je prends un petit exemple, Voisins Malins. Voisins Malins, c'est une association qui embauche des voisins, qui recrute des voisins malins, qui vont aller dans des HLM où il n'y a plus rien qui marche, qui va voir les voisins sous des prétextes divers. L'EDF voudrait faire ceci. Il y a toujours un prétexte. Et comme la porte s'ouvre parce qu'il y a un prétexte, et comme ils sont malins, ils développent des relations, et petit à petit, ils refabriquent des liens, ils deviennent des interlocuteurs du maire, des institutions extérieures, etc. Or, les personnes qui sont les voisins malins sont généralement des voisines malines, c'est des mères de famille qui sont chez elles. Elles ont un contrat en CDI, mais de 15 heures par mois. Elles touchent entre 150 et 200 euros par mois. Donc certains disent que c'est vraiment de l'exploitation. Et ce n'est pas du tout comme ça qu'elles le vivent. Elles ont les 200 euros, ça aide aux ressources du ménage, mais elles se mettent à avoir un rôle social. Elles sortent de chez elles, se mettent à un rôle social absolument considérable. Donc voilà un dispositif qui fabrique de l'utilité sociale, un sentiment d'utilité, une fierté, sans les recettes économiques classiques. Je pense les réseaux d'échange réciproques de savoir. Il y avait 200 ou 300 000 personnes le réseau d'échange réciproque de savoir, l'idée c'est j'enseigne quelque chose, j'apprends quelque chose à condition d'enseigner autre chose. J'apprends la soudure à condition d'enseigner l'économie, ou j'apprends l'économie à condition d'enseigner la cuisine marocaine. Bon. Et ces dispositifs se sont développés partout. On en trouvait dans les camps de réfugiés à l'étranger, etc. Bon. À un moment, ils avaient 10 salariés qui géraient tout le système, qui créaient de nouveaux réseaux. Et donc ces 10 salariés animaient un dispositif de 150 à 200 000 personnes. L'argent a été coupé parce que c'était sans doute économiquement inutile ce qu'ils ont. On a coupé les subventions à l'association, ce qui fait que maintenant, ils n'ont plus les salariés, que le nombre de réseaux décline. Et je dis, mais franchement, c'est absurde. C'est un dispositif qui a un rôle social absolument considérable, qui sort de leur isolement, des personnes âgées, des jeunes, et aussi des salariés. Et évidemment, économiquement, c'est pas grand-chose, mais socialement, c'est considérable. Je crois que le numérique offre des possibilités extraordinaires d'échange des savoirs. Ça me faisait penser au livre d'Ivan Illich, qui a été publié il y a au moins 40 ans sur Discoling Society, qui avait déjà anticipé ces réseaux d'échange, et je crois qu'actuellement pourrait être considérablement développé grâce au numérique.
Alors, il y a une des remarques aussi sur le fait qu'on peut travailler sans être payé. C'est le cas de nombreux stagiaires, disent des personnes dans la salle. Comment ? Oui. Alors, la question aussi du niveau, une question qui est posée sur le niveau de revenu universel, parce qu'on nous dit, au fond, c'est bien un revenu universel, mais à quel montant ? Une des questions qui est posée, parce que là, on pose le principe, mais la question du montant est aussi une question posée. Vous avez une forme de réponse, une esquisse de réponse par rapport à ça ? Non, mais très clairement, il y a deux façons de voir le revenu universel. La première, c'est des faibles montants type RSA actuel, et à ce moment-là, c'est une mesure de simplification des allocations de survie qui existent déjà. Vous savez, le RSA n'est pas demandé par 40% des gens qui pourraient l'avoir. De même, le retenu vieillesse, etc. De même, il y a une conditionnalité. Donc on peut dire, bon, on simplifie tout ça, on met un revenu universel du niveau du RSA. Mais ça, ce n'est pas l'esprit du revenu universel. Parce que je répète, l'esprit du revenu universel, c'est de donner à chacun la liberté de dire non, la liberté de dire non au petit boulot à la con, et donc de forcer les plateformes à faire une offre plus intéressante, la liberté de dire oui aussi à des activités qui ne s'inscrivent pas dans le PIB, mais qui sont socialement extrêmement utiles. Donc, il faut savoir de quoi on parle. Si on parle réellement du revenu universel, on parle d'un revenu universel, allez, si vous voulez, un chiffre, en France, ce serait 800, 900 euros, quoi. Voilà. Sinon, c'est autre chose. Une question sur le fait de baisser le temps de travail. On revient sur... Pour mieux partager les richesses. Évidemment, c'est l'autre solution qui pèse sur tout ça. Évidemment. Et c'est la solution historique. Hein. C'est la solution historique. Le temps de travail, historiquement, c'était 3 heures par jour au moment des sociétés primitives. Ensuite, c'est tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Les temps historiques. Et puis maintenant, ça diminue. Bien sûr, mais le problème, ça devient, c'est une question que je voulais poser à Michel de Bonneuil aussi, ça devient, pour baisser le temps de travail, il faut que les gens puissent travailler 2 fois moins en survivant. Donc si on baisse le temps de travail pour le SMIC en maintenant le niveau horaire de la rémunération, c'est pas possible. Donc la vraie question, c'est tous ces gens qui sont dans des emplois nouveaux, de services, etc., s'ils continuent à être les moins bien payés de la société, on ne pourra pas baisser le temps de travail. Mais c'est vrai, stratégiquement, c'est aussi une solution. Oui, moi je voudrais quand même encore revenir sur le problème qu'on n'a jamais su financer des emplois utiles sans avoir une partie des gens qui créaient de la richesse. On n'a jamais su le faire. Alors, et je ne vois pas aujourd'hui d'idées supplémentaires pour le faire. Et ce qui se passe, c'est que ceux qui créent de la richesse, précisément, ils ont des revenus qui croissent. Donc, si ceux qui sont simplement utiles, au bout d'un moment, ils vont avoir un décalage. Encore une fois, c'est ce qui se passe sur la domesticité, enfin les emplois de service à la personne jusqu'à présent. Donc, on voit bien que la seule solution, c'est de prélever sur ceux qui créent de la richesse de quoi payer ceux qui sont dans ces activités. Et donc, il faut avoir une acceptation de cette chose-là. C'est pour ça que quand on dit universel, on voit bien que si on veut qu'une partie de la population, comme ça, qui va se définir, puisse choisir en ayant ces revenus-là, vraiment, il faut prélever des quantités énormes. On n'y arrivera pas. Je pense que c'est un débat qui va pas avoir jour, qui va pas avoir qui déboucher sur rien. Alors qu'il me semble que si on disait, on a droit à une partie de sa vie à faire une activité utile et qu'on justifie qu'effectivement il y a une certaine utilité à cela, et c'est sûr qu'il y a
évidemment, je vous dis encore une fois, les services ont été dans cette catégorie-là. Les citoyens sont parfaitement conscients du fait qu'il y a des choses utiles qui ne rentrent pas dans le modèle économique actuel, avec les technologies telles qu'elles étaient et telles qu'elles seront demain. Donc, je pense que les consommateurs peuvent comprendre ça et peuvent volontiers être prélevés raisonnablement pour donner cette opportunité. Donc voilà, je pense que on est sur quelque chose de trop radical, et moi je ne vois pas le modèle qui permet de le financer. Et je pense qu'au contraire, on peut le penser différemment pour donner à chacun cette opportunité pendant un certain temps, avec un droit, enfin je ne sais pas, là, mais je pense qu'il faut réfléchir sous d'autres formes, parce que sinon on va avoir soit des revenus trop faibles, et qui vont ressembler justement, on va se mettre d'accord, et puis en gros, ça fera les allocations anciennes simplifiées, bon, pourquoi pas, mais on n'a pas changé grand-chose. Soit on n'arrivera pas, parce que on ne voit pas comment. Ça nécessitera des prélèvements qui ne seront pas possibles. Monique Andros-Perber, vous voulez intervenir ? Oui, sur ce point, donc, il y a deux manières de concevoir le revenu universel, enfin deux manières un peu archétypiques. Évidemment, dans la réalité, il y a beaucoup de liens entre elles et on peut même en partie les combiner. C'est d'une part comme un impôt négatif, ça a été rappelé par Pierre-Noël Giraud. Donc, à ce moment-là, le revenu universel, ou revenu d'existence, comme on l'appelle parfois, est complètement solidaire de la politique fiscale. Donc la politique fiscale est conçue de manière à pouvoir le financer. C'est ça l'idée. Donc le problème de financement est d'une certaine manière intrinsèque à la conception de la fiscalité. Alors on peut considérer ça soutenable ou pas soutenable, mais en tout cas c'est très différent du principe de l'allocation universelle qui est versé à tout le monde, indépendamment de la politique fiscale. C'est quelque chose qui se rajoute et qui ne peut évidemment n'être financé que par des ressources exceptionnelles. Alors, par exemple, ce qui se pratique en Alaska, tout citoyen a un revenu universel, donc pas au sens d'un impôt négatif, mais d'une allocation donnée à tous d'environ $3 000, qui est financée par les revenus du pétrole. Donc ça, c'est une manne particulière. La Norvège pourrait peut-être se permettre ce genre de choses. C'est une manne particulière qui est utilisée de cette façon-là. C'est très différent de la conception du revenu d'existence financé par la fiscalité sous forme d'impôt négatif. Donc c'est quand même la question du financement et des moyens pour se pose en des termes différents. Ce n'est pas pour autant que sous la forme d'un impôt négatif, c'est facile à résoudre. Et beaucoup pensent qu'en effet, un revenu d'existence satisfaisant aux alentours de 750 € aurait pour contrepartie une pression fiscale extrêmement forte. Mais enfin, on peut aussi... en tout cas, c'est comme ça que se pose le problème. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que ce qui... en Suisse, si je me souviens bien, il s'agissait d'une votation, ça n'a jamais été expérimenté, c'était proposé aux citoyens. Bon, les sommes étaient totalement excessives, hein, puisqu'il va de soi, en particulier sous la forme du revenu d'existence. La question ne se pose pas pour l'allocation universelle, mais sous la forme du revenu d'existence un peu négatif, cela aurait vocation à absorber les aides sociales de base existantes. Pas celles qui sont, enfin à mon sens en tout cas, pas celles qui sont liées à des conditions d'existence particulières, comme l'allocation adulte handicapé ou d'autres conditions de ce type qui, elles, à ce moment-là, se rajouteraient. J'insiste sur le fait que, quand même, ce qui est intéressant dans le revenu d'existence et ce qui le distingue de la proposition qui est faite, d'ailleurs je crois que ça sera très prochainement mise en œuvre, d'un regroupement des aides sociales, c'est son caractère d'inconditionnalité. C'est-à-dire toute personne présentant un certain nombre de caractéristiques qu'elle n'a même pas besoin de déclarer en bénéficie. Puisqu'il s'agit, en particulier, en forme d'un revenu négatif, en fonction de la déclaration. Juste, ça se limite à la déclaration des revenus. Donc, cette notion d'inconditionnalité est vraiment fondamentale pour comprendre cette sorte de foi, d'espoir ou d'argument. Ça, on l'évaluera comme on voudra, de capacité pour les individus d'en faire un levier de retour dans la vie sociale et en particulier de retour au travail. Et la dernière chose que je voulais dire, alors les montants, en effet,
La solution praticable de manière réaliste, sans une pression fiscale excessive, tourne autour de 500 €, un petit peu moins. C'est évidemment insuffisant. Il vaudrait mieux que ce soit 700, 550 €. Donc il y a beaucoup de travaux qui sont conduits pour essayer de mettre ça en place. En tout cas, si vous voulez, c'est une investigation à mener. Je ne pense pas que ce décalage entre ce qui est souhaitable et ce qui serait pour l'instant envisageable soit rédhibitoire. J'insiste sur le fait que nos sociétés, les pouvoirs publics d'ailleurs, tentent de plus en plus à rémunérer, à reconnaître d'abord et à rémunérer, en tout cas à donner un équivalent financier à des activités, à des emplois qui étaient jusqu'à présent invisibles. Vous avez suivi la disposition pour reconnaître le rôle des aidants familiaux tout récemment. C'est totalement invisible. On n'en tenait aucun compte. Et aujourd'hui, en tout cas, il y a un mouvement incontestable qui est d'essayer de rendre ces emplois visibles, de reconnaître leur utilité sociale et éventuellement de leur donner une compensation financière. Là, je trouve que c'est un mouvement qui est tout à fait caractéristique et qui contribue à l'intelligence collective des activités sociales, quelle qu'en soit la nature. Michel Berry, vous vouliez intervenir et après... C'est juste, il y a 2 points. Vous dites qu'il faut de plus en plus prélever sur les riches pour pouvoir financer le reste, mais les riches peuvent partir ou résister. Pierre-Noël Giraud, qui a décidément dit beaucoup de choses dans son livre, dit un point très important. Il y a les activités nomades compétitives, les riches, et puis les activités sédentaires, les autres. Et pour lutter contre l'inutilité, il faut soutenir les compétitifs, mais développer l'activité sédentaire et créer de l'appétence pour ces activités. On a l'air de penser que les gens qui ne sont pas compétitifs, qui seraient subventionnés, ça c'est forcément toujours médiocre. Alors que si jamais ils créent des choses désirables par les gens qui ont les moyens, le problème disparaît. Je reprends Montmartre. Montmartre, c'est une activité, on va chercher les enfants à l'école. À la sortie de l'école, on fait faire leur goûter, leurs devoirs, et ensuite, ils font des activités artistiques avec des vrais artistes, pas des profs, des artistes, des peintres, des sculpteurs, etc. Et les enfants adorent ça. Dans ces activités, il y a des enfants de pauvres qui payent 10 centimes de l'heure et des enfants de riches qui sillonnent le monde qui prennent 10 € de l'heure. Ça ne pose aucun problème. Ils payent facilement 100 fois plus cher que les pauvres. Ça ne pose aucun problème parce que leur enfant, ils savent que quand ils se baladent dans le monde, leur enfant est en main sûre, qu'en plus ils vont rencontrer des milieux sociaux mélangés, donc ça ne pose aucun problème. Quand les activités sont désirables, les choses sont faciles. Et quand même, rappelons-nous, 12 francs, ça veut dire quelque chose quand même. Il nous reste 5 minutes. Ouais. J'avais une autre... Avant de vous céder la parole chacun pour conclure, si on peut conclure sur ce débat, il y a beaucoup de questions qui ne pourront pas être posées. Je suis désolé. Vous pourrez trouver beaucoup d'éléments de réponse dans les ouvrages, et en particulier dans L'Homme inutile, mais dans les autres aussi. Beaucoup de questions autour des rentiers aussi. Des rentiers. Et puis sur le SMIC aussi, en disant est-ce qu'il faut garder ce dogme du SMIC, la primauté donnée aux salariés et au SMIC, des questions sur l'ubérisation aussi des métiers. Voilà, je suis désolé pour toutes les questions qu'on ne pourra pas traiter, mais on est contraint par le temps, on doit s'arrêter obligatoirement à 10h30, et donc je vous laisse la parole pour un élément complémentaire pendant 1 minute. Que ces débats sont extrêmement importants. Je pense que l'économie actuelle n'a pas la réponse. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ça veut dire qu'il faut chercher. Moi, j'aime bien l'innovation. J'ai toujours été dans cette perspective-là. Donc ça me stimule, mais je ne l'ai pas. Voilà. En revanche, je pense qu'à titre transitionnel, il est possible de faire des choses qui reconnaissent cette utilité, parce que Dieu sait si je la reconnais aussi. Et je pense, encore une fois, il s'agit de faire évoluer cette notion d'utilité qui, jusqu'à présent, a été reconnue dans des services. Et là, c'est quelque chose de différent, avec une forme d'utilité plus individuelle, donc, dont on a du mal à voir l'utilité plus collective, etc. Donc,
je pense qu'on peut l'organiser, encore une fois, parce que moi je pense d'ailleurs qu'on va pouvoir créer beaucoup d'emplois et beaucoup de bons emplois, donc en effet on aura une capacité à financer ces choses-là, et qu'en plus il y aura moins de gens qui seront contraints d'aller vers ces activités, il n'y aura plus que ceux qui le choisiront. Et donc je pense qu'à la fois on peut gérer une solution à court terme qui permette de répondre à tous ces besoins, et qu'en même temps il nous faut en effet réfléchir, sortir du cadre, parce que c'est vrai qu'en tant qu'économistes, nous sommes très cadrés parce que nous avons pensé depuis 2 siècles, et il y a certainement des choses à innover, mais je pense que c'est vraiment des innovations radicales. Sur les contrats, sur l'ubérisation, en fait, je pense qu'on est dans une situation très classique. Il y a un nouveau type de contrat de travail, et au départ, c'est léonin. Au départ, c'est léonin parce qu'il y a énormément de candidats dispersés, qui ne se connaissent pas, etc. Moi, chaque fois que je prends Uber, je fais du travail politique, je leur dis utilisez le numérique pour trouver des moyens modernes de faire de l'action syndicale. Vous pourriez faire rassembler 200 chauffeurs Uber et faire une offre à Uber en disant la prochaine fois, ce sera plus 25% de prélèvement, ce sera comme Captain, sinon on va tous chez Captain, etc. Utiliser le numérique pour contrer le numérique. Bon, ça va se faire, ça va se faire. Sur la question des rentes, les économistes n'aiment pas les rentiers. Vous savez, Keynes, il disait ce qu'il faut, c'est l'euthanasie des rentiers. Il faut euthanasier les rentiers. Alors, des rentes, il y en a de plus en plus, parce qu'il y a des monopoles, parce que le monopole est intrinsèque au numérique. Le numérique crée le monopole sans arrêt. Bon. Donc les fortunes, aujourd'hui, quand quelqu'un a une fortune de plusieurs milliards, soit il en a hérité, soit il l'a construit lui-même, comme Bill Gates ou Zuckerberg, parce qu'il a bénéficié de situations de monopole. Sinon, il n'aurait jamais atteint ce niveau-là. Donc il est assez normal que cet argent accumulé soit redonné au peuple à la disparition de l'innovateur. Donc moi, je suis pour rendre obligatoire ce qu'a fait Bill Gates, la fondation Bill et Melinda Gates. Laissons les gens amasser des fortunes, ils sont en monopole, casser le monopole c'est compliqué, ça peut avoir des inconvénients. Mais alors après, on laisse 100 millions de dollars aux héritiers, il y a de quoi faire quand même pour commencer dans la vie avec 100 millions de dollars. Et tout le reste, je dis bien tout le reste, va dans une fondation qui est chargée de produire des biens publics, mais qui est gérée de façon privée. Donc vous faites un compromis entre la volonté des gens qui ont bâti des fortunes de garder un peu la main dessus à travers leur dépendance. Ils pourront simplement indiquer quel type de biens publics leur fondation pourra fournir. Et ça répond aussi à la méfiance. Si vous mettez tout ça dans les caisses de l'État, qu'est-ce que l'État va en faire? Là, on est sûr que ce sera utilisé pour des investissements dans le capital humain, dans l'éducation. Gates, c'est la santé et l'éducation. Ça peut être le climat, etc. Voilà ma solution pour le haut de la distribution. L'économie actuelle est autant une économie de rente qu'une économie de risque. L'idée qu'on est à l'époque des entrepreneurs qui prennent des risques ne correspond pas tout à fait à la caractéristique de la fortune aujourd'hui. Donc je suis tout à fait favorable à votre suggestion. En effet, je préférais que ce ne soit pas obligatoire, mais qu'il y ait un système de schème, de réputation qui fasse que la très grande majorité des très gros industriels, en tout cas ceux qui bénéficient de rentes de monopole, et de monopole d'ailleurs juxtaposés, parce que quand ils rachètent des activités, c'est ce qui est en jeu avec le possible démantèlement de Facebook, des activités assez différentes les unes des autres. Donc ce sont des monopoles conjoints et qui se renforcent. Donc en effet un système d'incitation, en reprenant la grande tradition de l'évergétisme antique, c'est-à-dire du bienfait à la cité, comme ceux que les individus les plus riches doivent à la communauté politique. Encore faut-il garder vivant le sens de ce qui est dû. Aucune fortune ne se constitue sans un apport considérable de la collectivité en termes d'appareil juridique, de garantie juridique, en termes de formation des personnes qui ont travaillé,
etc. Donc j'insisterai aussi, et là beaucoup de suggestions vraiment extrêmement intéressantes ont été faites au cours de cet échange, sur la nécessité d'une solution à multiples entrées, en quelque sorte. Vous avez appelé à l'innovation, évidemment. Beaucoup de voies sont à explorer. Il est possible, et il est très probable qu'il n'y ait pas qu'une seule solution au problème que nous avons évoqué. Je pense que le revenu universel, en tout cas dans sa conception de faire le pari sur les capacités de choix et de comportement rationnel des individus, est une carte maîtresse, mais ce n'est évidemment pas la seule. Elle doit être combinée à beaucoup d'autres choses, y compris une grande inventivité dans les modes de financement. À quoi est-ce que je sers? Je ne suis pas forcément le mieux placé pour répondre, mais il me semble qu'on a vu aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'idées préconçues qui nous empêchent de trouver des solutions qui sont pas forcément presque à portée de la main. Et donc, moi, un de mes rôles, c'est d'essayer de... Je sais qu'on ne peut pas faire changer facilement ce que les gens pensent. On peut à la limite faire changer ce qu'ils voient, en leur donnant à voir des choses qui ne rentrent pas bien dans leur cadre de pensée, ça les fait réfléchir et progressivement, ils se mettent à penser autrement. C'est un petit peu ce que j'essaie de faire avec mes exemples que j'ai vaguement et rapidement évoqués ici. Et évidemment, ça amène à construire de nouvelles représentations. Alors, je me sens encouragé par ce qu'a dit Keynes. Alors, je vais prendre des risques là, mais dans la perspective économique pour nos petits-enfants, article fulgurant, pas forcément bien lu par les économistes, mais il conclut à la fin, l'auteur espère que le jour viendra enfin où l'économie sera mise à sa juste place, c'est-à-dire la seconde, et qu'on s'intéressera de façon primordiale aux arts de la vie, aux arts de la vie et aux relations entre les hommes. C'est un petit peu dans ce sens que j'essaie de pousser. Merci. Merci pour cette belle conclusion. Merci à la salle pour ces questions nombreuses, pertinentes. Et à très bientôt.